Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Nous sommes accompagnés de Valérie Gastaldi et ce soir on va parler de Fibonacci. Le thème Fibonacci, un outil moyenâgeux ou la pointe de l'intelligence réelle. Merci à tous de nous rejoindre. Alors avant que nous démarrions, est-ce que vous pouvez me confirmer s'il vous plaît dans la fenêtre questions que le son et la présentation sont bien visibles? Dès que j'ai la confirmation écrite, nous pourrons démarrer. Parfait. Tout fonctionne. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci Valérie. Alors, je vais te laisser une minute pour te présenter. Ah oui, Et c'est puis vrai. après, voilà. Après, je reprendrai la main pour faire la petite intro. Et puis, on passera au dur. Oui, bah, écoutez, bonsoir à tous. Donc, je suis Valérie Gastaldi. Je travaille sur les marchés financiers depuis 1986, je crois, ou en tout cas, oui, 85 même peut-être, puisque j'étais déjà là depuis un moment pour le crack de 87. J'ai commencé comme market maker sur les options à Paris. Et puis en 2000, je suis passée sur de l'analyse pure, de l'analyse technique, parce que ayant essayé différents outils, et ben écoutez, j'ai trouvé que c'était encore ce qui marchait le mieux. Ça ne prévoit rien du tout, contrairement à ce que la plupart des gens croient, en tout cas parce qu'ils l'espèrent, mais ça permet de prendre des décisions avec pertinence, c'est-à-dire en limitant ses gains et en sachant laisser courir ses pertes. Et donc finalement, petit à petit, en réussissant à accumuler du capital, si on travaille correctement et si on arrive à rester objectif pendant tout le processus, ce qui est une des plus grandes difficultés. Voilà, donc c'est un outil, ça n'est pas une science qui permet de prévoir le futur. Et là, avec cet outil dont on va parler ce soir, Fibonacci, on n'est pas du tout dans la prévision, on est vraiment dans l'analyse et l'identification de moments opportuns pour minimiser les risques que l'on peut prendre sur les marchés financiers. Voilà. Merci Valérie. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous connaissez peut-être cet avertissement. On va être amené ce soir à étudier un sujet quand même assez complexe qui va être simplifié, que vous allez pouvoir comprendre grâce à Valérie. Mais voilà, il y aura un certain nombre de graphiques qui seront là pour illustrer le propos, hein. Il ne s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations. Un petit mot sur IG. Nous allons fêter cette année nos 50 ans. Nous sommes à Paris déjà depuis 16 ans, cotés à la Bourse de Londres. On a plus de 381 000 clients à travers le monde. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne. Si vous n'avez pas de compte de démonstration, à la fin de la présentation, je vous afficherai quelques QR codes qui vous permettront d'ouvrir votre compte de démonstration et de pouvoir démarrer à découvrir nos outils, applications mobiles, tablette et bien sûr notre plateforme en ligne qui est vraiment formidable et un outil assez complet, sans oublier ProRealTime. Eh bien écoute, je te repasse la main, Valérie, Oui, pour qu'on puisse d'accord. démarrer. Ah, alors, apparemment, vous voyez déjà un écran de chez moi ou c'est le tien là, Non, c'est le Maëva mien. C'est le mien. Alors, je n'ai pas remarqué que tu m'aies passé la main. Je vais me Alors, et mettre sur si un tu écran cliques différent parce que... sur Share en bas, voir si tu peux... Et je ne peux pas, il faut que tu me redéfinisses comme Ah, d'accord. présentateur à nouveau. Eh bien alors, pas de problème, On je fais refait la ça. même manip. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est ça. Alors donc, écran complet et je vais... c'est cet écran-là que je vais partager. Voilà, donc on avance puisque je m'étais mis... Voilà. Donc ça, Alors, c'était ouais, le premier. parfait. Le premier slide.
Donc, je ne vais pas vous faire le grand historique de Fibonacci et de tout ce à quoi le nombre d'or peut s'appliquer, parce que il y en a pour trop longtemps, et puis c'est hors sujet. Mais cette petite illustration était rigolote. Fibonacci, c'était donc un mathématicien du Moyen Âge qui, à la fin du XIIIe siècle, a mis en avant un ensemble de propriétés d'une série et d'un nombre qu'on appelle le nombre d'or et que l'on utilise en finance. Alors, cette série de Fibonacci, elle est construite de la façon suivante. Les deux premiers termes de la série sont posés, c'est 0 et 1. Et après, chaque terme suivant est l'addition des deux termes précédents. Donc, on a 0, 1, et puis après on additionne. 0 plus 1 égale 1. Et puis 1 plus 1, ici, ça nous fait le terme suivant, ça va nous faire 2. Et puis 1 plus 2, ça va nous faire le terme suivant, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8, etc. Ça continue à l'infini, bien entendu. Et alors, cette série a une limite qui est intéressante. Hein. La limite, je pense que vous vous souvenez tous ce que c'est si on poursuit cet exercice jusqu'à une quantité la plus grande que l'on puisse imaginer. Et si on divise deux termes consécutifs de la série, eh bien, on obtient un résultat qui converge, donc ça sera jamais complètement égal, mais ça va s'approcher grandement d'un nombre qu'on appelle phi, ou encore le nombre d'or, qui est égal, on l'arrondit à 1,618, ou, si vous voulez son expression précise, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, sachant que racine de 5, c'est un nombre qui est là aussi extrêmement long, donc qu'on n'écrit jamais dans son entièreté. Donc, ce nombre d'or, il a été utilisé sans même que les gens sachent qu'ils l'utilisaient, puisque les Égyptiens l'utilisaient quand ils construisaient les pyramides, a priori. Hein, il y a plusieurs architectes qui ont pu constater que la pyramide de Khéops, notamment, était construite avec une relation entre sa base et sa hauteur qui correspondait au nombre d'or, et on retrouve ce nombre à d'autres endroits dans la pyramide, et on la retrouve, et c'est un nombre qui est utilisé encore par beaucoup d'artistes, pas forcément volontairement. Il se trouve que quand on compose une illustration ou quoi que ce soit, eh bien, assez naturellement, le nombre d'or permet de diviser l'espace de façon que notre œil trouve harmonieuse. Donc, c'est pour ça que les artistes, sans le savoir, l'utilisent. C'est aussi un nombre qu'on retrouve dans la nature, donc là aussi sans le savoir, bien entendu, notamment dans tout ce qui est spirale. Alors, écoutez, vous allez vous reporter à toutes les explications sur la nature parce que je ne suis pas spécialiste, mais en gros, le nombre de pétales qu'on trouve dans différentes spirales correspond à des nombres de la série de Fibonacci, enfin des tas de trucs comme ça que des tas de gens ont retrouvés dans la nature. Mais là aussi, quand même, c'est la façon dont les feuilles se répartissent le long d'une tige. Enfin, il y a toute une série d'illustrations que des botanistes ont pu retrouver et qui ressemblaient et qui répondaient à des espacements de ce nombre d'or. Donc là aussi, ça serait une proportion harmonieuse qui permettrait d'établir des équilibres naturels et que donc on a trouvé dans la nature. Et en mathématiques, c'est aussi un nombre qui a des propriétés très particulières qui se retrouve quand on veut construire un pentagone parfait. Hein. Donc un pentagone, c'est une figure à 5 côtés qui s'inscrirait dans un cercle. Et si on veut que ces 5 côtés soient parfaitement égaux et inscrits dans un cercle, eh bien on constate que le rapport entre une grande hauteur et un côté est égal à ce nombre d'or.
Et ce nombre d'or, après, a une propriété ou deux propriétés qui nous intéressent. C'est que phi est égal à 1 plus son inverse. Donc phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Et phi au carré est égal à 1 plus phi. Bon, voilà. Donc phi, c'est 1,618. Et 1,618 est égal à 1 plus 1 que divise 1,618. Parce que 1 que divise 1,618, en fait, c'est 0,618. Et ce 0,618 qui n'est pas le nombre d'or, c'est 1,618 le nombre d'or, mais en fait, c'est lui qu'on va utiliser énormément en analyse technique, bien qu'on utilise aussi 0,618. Mais l'un et l'autre sont deux expressions de ce nombre d'or et on reboucle continuellement sur les propriétés du nombre d'or quand on utilise 0,618 ou 1,618 puisque c'est le même nombre, c'est le nombre ou son inverse. Alors là, on a parlé donc de ce nombre d'or, mais comment est-ce que ce nombre d'or arrive en finance? Il arrive avec ce monsieur qui s'appelle Elliott, Ralph Nelson Elliott, qui est un comptable américain né à la fin du 19e siècle. L'histoire dit, si elle est vraie, celle qu'on m'a racontée, qu'il a passé longtemps à l'hôpital et que quand il était à l'hôpital, il s'est occupé de regarder des graphiques boursiers. Et il a développé une théorie de l'évolution des cours de bourse. Et cette théorie de l'évolution des cours de bourse, elle s'illustre par des vagues. Donc on appelle ça en général les vagues d'Elliott. Elliott étant donc ce comptable. Et ce qu'Elliott a dit, a posé, a remarqué, c'est que en bourse, tout mouvement, donc on va dire que le mouvement commence en ce point ici, qui pourrait être numéroté 0, et se termine là en C. Donc imaginons qu'on ait une ligne droite ici, hein, qui soit quasiment plate, une très légère hausse. En fait, une hausse est toujours décomposée en deux temps si on s'intéresse à ce qui s'est passé sur un horizon de temps inférieur. Une phase qu'on appelle impulsive et une phase qu'on appelle corrective. Donc pour aller de 0 à C, en fait, on a monté de 0 à 5, puis après on a baissé de 5 à C. Donc on a en fait deux temps qui sont... Il est important de savoir que ces deux temps sont de nature différente, ont des caractéristiques différentes. Il y a la partie impulsive, donc qui est numérotée en 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 vagues qui sont dites impulsives et on a 3 vagues qui sont numérotées à l'aide de lettres et qui sont dites correctives parce qu'en fait, elles vont dans le sens opposé de la tendance. Donc ça, c'est quand on a un mouvement qui est légèrement haussier. Le C doit être du coup au-dessus du 0. Il y a même d'autres caractéristiques. Là, c'est un schéma qui est vraiment simplifié. Donc, vous voyez déjà qu'on commence à avoir certains des chiffres de cette série de Fibonacci que je vous ai remis ici, hein, les premiers termes. Donc, on est parti d'un mouvement. On a dit qu'on pouvait le décomposer en deux temps. Donc, on a un mouvement, deux temps. On a dit que dans la phase... Alors, on n'a pas dit ça encore, mais je vous le dis maintenant. Dans cette phase corrective, en fait, Elliott a dit qu'il devait y avoir trois temps, A, B, C. Donc là, on a le terme suivant. Alors que dans la phase impulsive, il a dit qu'on devait trouver 5 temps. Donc on a là encore le terme suivant. Donc en fait, ce mouvement au début dont on disait que c'était un seul mouvement, il se décompose en 8 vagues. 5 ici et 3 là, ça nous fait bien 3 plus 5, 8. Mais il a ajouté autre chose, il a dit qu'il y avait une fractalité de cette décomposition, donc que si on regarde avec plus de précision ce qui s'est passé au cours de la vague 1, de la vague 2, etc., eh bien, on peut redécomposer chacun des mouvements. Alors, comment les redécompose-t-on? Eh bien, la vague 1-2, en fait, c'est une vague qui est
composé, comme tout à l'heure, hein, on a vu qu'on avait c'est une vague qui est impulsive, avec 2 qui vient la corriger. 3 va à nouveau être une vague impulsive et 4 va corriger 3. 5 est une vague impulsive. Et là, on a un certain retournement de tendance. Et dans l'autre sens, on a A qui va devenir impulsive et B qui va corriger A, et C qui va à nouveau être impulsive. Mais ça va s'arrêter là. Comme on est à l'échelon supérieur dans un mouvement correctif et non pas dans un mouvement baissier impulsif, on ne va pas avoir les 5 vagues qui vont se développer, on va en avoir que 3. Donc si on applique ce principe de décomposition, ici, cette première vague, elle a 5 temps parce qu'elle est impulsive. La deuxième vague ici, elle a 3 temps, puis 5 temps, puis 3 temps, puis 5 temps. Là, on bascule, on a un certain retournement de tendance et donc on a 5 temps. On est dans la correction en vague B, 3 temps, vague C, 5 temps à nouveau. Donc là, on a 5 plus 5, 10 plus 3, 13. 5 plus 8, 13. Et puis là, on a 5, 5 et 5, ça nous fait 15. 6 et 3, avec 3 temps là et 3 temps là, ce qui nous fait 6 en plus, ça fait 21. Donc 8, 13, 21. Et cette décomposition, on peut la reproduire une fois en plus. Et donc là, je ne vais pas vous compter toutes les vagues avec vous parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Mais peut-être que vous me croirez si je vous dis que dans ce mouvement-là, on a 55 sous-vagues et que dans celui-ci, on en avait 89 et qu'au total, donc, on en obtient 134. Il y avait une question, Maëva, que... Ah, je t'entends plus, Maëva, t'as plus de son. Alors est-ce que tu m'entends là? Ça y est, t'es Super, revenue. voilà. Bon. Donc pas de questions, mais justement, j'en profite pour vous parler. Vous avez le chat, vous avez également la fenêtre questions. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment des webinaires qui se veulent participatifs. Et Valérie se fera un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à écrire les Absolument. questions. Voilà, et puis comme ça, on y répondra au fur et à mesure. Oui. Bon, voilà. Donc, là, on est dans les définitions. Donc, il n'y a pas non plus énormément de difficultés. Voilà comment Fibonacci se retrouve sur les marchés financiers. Hein. Et à partir du moment où on a ces termes de la série de Fibonacci qui sont introduits par Elliott, assez naturellement, on va utiliser le nombre d'or et Elliott a utilisé le nombre d'or pour décrire des proportions idéales entre les vagues. D'accord? Comme on ne fait pas un séminaire sur Elliott, mais un séminaire sur Fibonacci et l'utilisation de Fibonacci, je ne vais pas vous décrire les proportions idéales des vagues, parce que sinon on n'en a pas pour 1 heure, on en a pour 1 jour. Donc on passe à la partie suivante, qui est comment utilise-t-on ce nombre d'or, 1,618 ou 0,618, sur nos graphiques. Et on les utilise pour calculer ce que l'on appelle soit des retracements, soit des projections ou extensions. Il y a 2 termes qui sont équivalents pour parler de ces 2 cas. Un retracement, c'est une façon de découper un espace. Donc, si vous avez un marché qui a monté pendant un certain temps, par exemple, le marché a monté de la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre, et puis vous vous dites, tiens, on est en train de corriger, jusqu'où peut-il baisser? Bon, alors, on a vu qu'on pouvait identifier des supports avec différents types de méthodes, mais le retracement est une autre façon d'identifier des supports sur un graphique ou des résistances si on a baissé et qu'on veut savoir jusqu'où le marché peut rebondir. Ça va donc être une méthode qui n'est pas particulièrement basée sur quels sont les précédents creux les plus significatifs, mais quel est les niveaux d'équilibre les plus pertinents dans le mouvement que l'on vient de faire. Si on se met à baisser, à quel niveau est-ce qu'il serait naturellement harmonieux que le marché cesse de baisser?
Donc, comment fait-on? Je ne vous ai pas mis le truc à la hausse parce que ça tenait pas bien dans mon slide. Je vous ai fait un mouvement qui est plat, où on suppose que le marché se déplace d'un prix de 100 à un prix de 110. Donc, on a gagné 10 euros et on va calculer des retracements. Alors, je vous ai dit qu'on utilisait 0,618 le plus souvent, ou 1,618, mais quand ce sont des retracements, on va utiliser les termes, on va utiliser des puissances de Fibonacci, du nombre d'or, qui sont en dessous de 1, pour pouvoir diviser cet espace entre 100 et 110 en plusieurs parties. Alors, si on prend... Donc là, je vous donne juste la terminologie. La terminologie, c'est de dire que le retracement de 38%, il est là. Et donc, on va diviser cet espace. On va enlever 38% de l'espace total. Donc, on avait 10 d'espace dans notre segment. 38% de 10, ça fait 3,80. Et on va enlever le 38% à 110. Donc, ça va nous mener à 106,20. 110 moins 3,80, 106,20. On va aussi enlever 62%. Si on enlève 62% de 110, ça veut dire qu'on enlève 6,20. Et dans ce cas-là, on se retrouve à 103,80. Donc, vous voyez que magiquement, en fait, si on avait ajouté 38% à 100, on aurait trouvé 103,80. Et si on avait ajouté 62% à 100, enfin 62% de l'espace, on aurait trouvé 106,20. Donc ça revient au même. La terminologie correcte pour en parler, c'est de dire que le retracement de 38% est à 106,20. Voilà. Et alors, on a un retracement supplémentaire qui est le retracement de 50%. Et en fait, 50%, c'est pas le nombre d'or du tout, mais dans la série de Fibonacci, les premiers chiffres, c'est 0, 1, 1, 2. Et donc, le premier inverse du ratio, ça va être un demi, c'est-à-dire 50%. Et je trouve qu'il y a d'autres... il y a un autre, comment dire, théoricien de la bourse qui s'appelle Gann et qui, lui, a bâti une théorie à partir de 50%, entre autres. Donc, c'est un chiffre qu'on retrouve assez fréquemment, 50% et la moitié. Puis, de toute façon, la moitié, c'est un équilibre que tout le monde comprend et perçoit. Donc, si votre marché passe de 100 à 110, quand vous voyez qu'il se met à reculer un peu, eh bien, vous pouvez a priori vous dire que vous avez des niveaux autour desquels il a une probabilité plus forte que d'autres de se stabiliser. Ça va être le retracement de 38% à 106,20 ou le retracement de 50% à 105 ou le retracement de 62% à 103,80. Alors, en fait, il y a plein d'autres retracements qui sont proposés parce que 1 moins le nombre d'or, 1 moins le nombre d'or au carré, 1 moins le nombre d'or au cube, 1 moins le nombre d'or puissance 4. Tout ça, ça nous donne des valeurs qui sont utilisées dans les retracements. Donc, si vous utilisez votre outil de retracement dans votre logiciel, il va vous proposer des chiffres intermédiaires. Alors, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous utilisez 7 ou 9 retracements entre 100 et 110, vous allez avoir des niveaux partout. Donc, je ne sais pas à quoi ça vous sert, parce que tout le travail, c'est au contraire, quand on est sur les marchés financiers, on est débordé d'informations. Chaque prix est une information. Et puis, bien entendu, sur vos écrans, si vous regardez les nouvelles, ne parlons pas du nombre de nouvelles qui arrivent en plus. Donc, le travail, ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est de discerner dans toutes ces informations quelles sont les informations pertinentes et quelles sont celles qui sont totalement inutiles. Donc, ne vous encombrez pas de plus que ces 3 retracements. 38, 50 et 62%. Déjà, à mon avis, c'est trop. Il n'en faut qu'un seul, 38. Les autres, on peut les oublier, ils ne servent à rien. Mais, parce que 38, c'est le plus fort. On va voir tout à l'heure dans les applications. Mais à la rigueur, vous pouvez en rajouter quelques-uns, mais n'allez pas au-delà de 3.
Donc ça, c'est la définition du retracement. Alors, on a un autre cas dans lequel on peut utiliser ce nombre d'or. C'est si au contraire, par exemple, on arrive sur une valeur, on prend Nvidia, on est sur un plus haut historique et on se dit, bon, bah ok, ça monte, mais jusqu'où est-ce que ça va monter? Voilà. Et donc, on peut vouloir trouver des nouvelles cibles, parce qu'il n'y a pas de résistance. On ne peut pas tracer de résistance puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une projection. Donc, une projection, comment est-ce qu'on l'utilise? Là, on a un intervalle qui est défini, on a eu une hausse, et puis le marché a déjà baissé. Donc, par exemple, on est monté de 100 à 110, puis on a baissé jusqu'à 105. Et on voit que ça repart. Et là, on se dit, oh là là, ça repart, mais au-delà de 110, je ne sais pas du tout où ça peut aller. Jusqu'où est-ce que le marché peut aller au-delà de 110? Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on calcule une extension. Alors, comment fait-on pour calculer cette extension? Sachant que ça tombe bien, les logiciels les calculent à votre place, mais c'est quand même bien de comprendre ce qu'il fait. Le logiciel, il vous demande de montrer quel est le mouvement que vous voulez projeter. Donc, on va dire qu'on veut projeter le mouvement de 100 à 110 qui fait 10 points. Et à partir d'où vous voulez le projeter. Donc, si on a identifié que 105, c'était un niveau qui pouvait relancer la dynamique haussière, on va projeter à partir de 105. Et on va projeter principalement 3 ratios. Alors, bien entendu, notre fameux ratio que j'ai arrondi à 1,62 au lieu de 1,618, j'ai mis 1,62 et je l'exprime en pourcentage, donc ça fait 162%. Donc, on va projeter 162% de 10, donc ça fait 16,2, 162% de 10, et on l'ajoute à 105. 16,2 plus 105, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs, ça fait 121,2. On va aussi projeter 62%, donc le 0,618 arrondi à 62. Et là, dans ce cas-là, on va avoir 111,2. Et puis, comme là, on avait projeté le 50%, qui était 1,5, le ratio de 1,5, là, dans ce cas-là, on va projeter directement le ratio 2, c'est-à-dire 100% de hausse, ou multiplié par 2, multiplié par 2 quoi, enfin, le chiffre, le 100%, ça revient en général à multiplier par 2. Et donc là, 100% de la hausse, ça veut dire que les 10 euros desquels on avait progressé, on les ajoute à 105 et donc on a 115. Donc là, on va avoir 3 projections, une fois encore, 111,2, 115 et 121,2. Alors, sincèrement, ça marche beaucoup, 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 beaucoup moins bien que le retracement. Voilà. À la baisse, c'est-à-dire que là, je vous ai dit, vous en aurez besoin dans les cas où on évolue sur des nouveaux sommets, parce qu'on ne sait pas où sont les résistances suivantes. Mais symétriquement, on peut l'utiliser quand on fait des nouveaux points bas, parce qu'on ne sait pas où sont les supports suivants. Sauf que quand vous allez projeter des mouvements baissiers, eh bien, vous risquez assez rapidement d'obtenir des chiffres négatifs. Alors, même si vous vous mettez en logarithmique, ce qui va éviter que vous arriviez sur des montants négatifs, ça ne marche pas très bien. À la baisse, il y a d'autres méthodes qui permettent d'identifier les niveaux, mais pas celui-là. Donc, je vous donne mon expérience, hein, après vous ferez ce que vous voulez et vous ferez la vôtre, donc vous ferez vos expériences à vous, vous testerez. Mais le principe de la projection est nettement moins intéressant que le principe du retracement. Alors, est-ce que jusque-là, dans cette partie théorique, de définition surtout, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous échappe et sur quoi vous aimeriez que je vous donne des précisions?
Vous avez en haut à droite sur les icônes une petite bulle avec un point d'interrogation et vous pouvez poser vos questions directement. Donc n'hésitez pas, s'il y a des notions sur lesquelles vous souhaitez que Valérie revienne, des points à préciser, n'hésitez surtout pas. Moi, je vois rien qui s'affiche, mais je ne sais pas si Alors, c'est normal ou donc pas. on a une question, donc une personne qui me dit que c'est très clair et une autre qui me demande quelle unité de temps, en fait, tu préconiserais pour l'utilisation et Ah l'identification de ces vagues? ah. Et on propose jour, semaine, voilà, je pense que c'est une bonne question. Sur C'est une quelle unité de excellente temps il question. faudrait regarder ça? Et il y a une autre question. Bonsoir, en quoi le 38% est plus fort que le 50%? Je peux pas vous dire pourquoi, c'est mon expérience. Dans les C'est faits, quoi, juste par expérience et... incomparable. Voilà, c'est incomparable. Mais je vais vous donner on va voir ça dans la pratique, d'accord. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Et je vais vous dire du coup comment je vous propose de l'utiliser. L'horizon de temps, euh, ça marche sur tous les horizons de temps. L'horizon de temps, c'est vos impératifs de trading qui le dictent. On en a parlé dans un séminaire, dans un webinaire précédent. Ça dépend, vous, la fréquence à laquelle vous êtes derrière vos écrans et donc la vitesse à laquelle vous pouvez réfléchir, analyser l'information, etc. En fonction de tout ça, il faut que vous regardiez les graphiques qui correspondent au type de position que vous souhaitez prendre sur le marché. Parce que si vous êtes un investisseur qui tous les soirs vous rentrez tôt du travail à 5 heures et vous vous dites je vais travailler sur les marchés américains tous les soirs de 5 à 8 ou certains soirs, vous traitez sur les marchés américains. Il va vous falloir un horizon de temps extrêmement court parce que vous allez traiter pendant 3 heures. Vous allez souhaiter ouvrir et fermer des positions sur 3 heures, ce que je ne vous recommande pas du tout au passage. Mais enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire ça. Après, c'est chacun sa liberté. Donc, si vous voulez faire ça, il faut que vous alliez sur des horizons de temps qui sont des horizons de temps intraday et vous allez peut-être mettre des graphiques en 10 minutes principalement sous vos yeux. Et vous allez appliquer les retracements donc à des mouvements qui auront forcément plusieurs barres, hein, mais ça sera plusieurs fois 10 minutes. Donc, vous allez retracer des mouvements qui ont peut-être duré 2 heures ou 40 minutes ou cet ordre-là. Si en revanche, vous êtes un investisseur où vous regardez les nouvelles une fois par semaine le week-end, et donc il va falloir que vous preniez des positions avec une vision nettement plus long terme, et ben vous allez plutôt regarder des graphiques en données hebdomadaires ou maximum quotidiennes. En tout cas, certainement pas intraday. Mais vous pouvez aussi l'appliquer, sauf que vous allez vous intéresser à des mouvements qui sont beaucoup plus longs. Mais en soi, dès qu'on entre dans l'analyse technique, tout ce que l'on dit est toujours indépendant de l'horizon de temps. Voilà. Après, il y a des outils qui peuvent fonctionner un peu mieux sur certains horizons de temps que sur d'autres, ou qui peuvent fonctionner un peu mieux sur certains sous-jacents que sur d'autres. C'est-à-dire que les devises, c'est pas tout à fait les mêmes comportements que des actions. Mais après, il y a aussi les devises des pays développés et les devises des pays émergents ou les devises des pays qui sont ce qu'on appelle les devises matières premières. Bon, voilà. Donc après, selon les actifs, il y a certains outils qui sont un peu mieux adaptés que d'autres, mais ça peut aussi varier en fonction des périodes de marché. Donc il n'y a pas de c'est l'expérience une fois encore. Hein. On est dans un domaine où l'expérience est primordiale. D'autres questions, Maëva, à ce stade-là? Non, Non? pas d'autres questions, Alors, ça y est, on a fait le tour. ok. Donc, je vous propose des exemples et on va commencer par les retracements. Donc, voilà par exemple un graphique
avec un marché qui monte. C'est un graphique assez récent. Hein. C'est peut-être le DAX. Non, c'est pas le DAX, ça vaut 4400. Mais ça ressemble. Tous ces indices se ressemblent. Enfin, c'est un indice récent. Donc voilà, quand on a ça face à soi, quels sont les retracements que l'on peut regarder ou quels sont les retracements que l'on a pu regarder précédemment. Donc, zut, je n'ai pas appuyé dans le bon sens. Voilà. Donc là, par exemple, si on se mettait au tout début du graphique, on pouvait ici se dire qu'entre ce point bas-là et ce point haut, on avait un mouvement entier auquel on pouvait appliquer un retracement de Fibonacci. Mais bien sûr qu'on pouvait aussi se poser la question de est-ce qu'il faut prendre ce point bas-là ou est-ce qu'il faut prendre ce point bas-là. Vous voyez, la différence ne va pas être très importante, hein, bien entendu, mais quand il s'agit de trouver un prix, de fixer un stop, etc., si on accumule les incertitudes, c'est pas, on va pas loin avec ça. J'ai pas marqué le niveau du retracement, mais je peux vous dire que là, on a fait 38% au maximum. On s'est arrêté à 38% et puis on est reparti. Ah bah oui, et puis on avait aussi celui-ci qui était possible. On pouvait se poser la question de ce retracement-là. Alors, d'une façon générale, mais c'est pas une règle qui va forcément beaucoup vous éclairer, on calcule des retracements à partir de vagues d'Elliott qui sont complètes. Donc, comme on a ensemble jamais parlé des vagues d'Elliott et que c'est vraiment une théorie qui est très fumeuse, c'est pas une super aide que je vous donne là. Sinon, là, dans ce cas-là, entre ces trois niveaux, moi, j'aurais sans hésitation pris ce point bas-là, hein, donc retracer l'ensemble du mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez plutôt chercher à retracer à partir des niveaux que vous allez identifier comme support pertinent. Un gros travail que vous devez faire quotidiennement sur vos graphiques, c'est d'identifier où sont les supports et où sont les résistances. Et si vous mettez un support ici, un support là et un support là, une fois encore, ça sert à rien parce que ce qui compte, c'est de savoir quel est le support le plus pertinent et le plus fort. Si vous avez des supports partout, vous ne savez pas à quel moment il va falloir que vous vous engagiez. Il faut que vous appreniez sur vos charts à épurer au maximum et à avoir uniquement les bons niveaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais les bons niveaux, Valérie, bah, c'est de l'expérience. Hein. Vous allez travailler pour avoir les bons niveaux, mais en général, après, on les a. Enfin, et surtout, pour y arriver, ben, il faut que vous preniez des notes sur ce que vous faites, que vous reveniez sur vos erreurs, que vous reveniez sur ce que vous avez fait de bien. Mais n'encombrez pas vos graphiques de traits dans tous les sens. Ça fait des graphiques, d'abord, qui sont illisibles, on voit plus ce qui s'est passé sur le marché, mais surtout qui ne vous aident pas à agir. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Un bon analyste, il a le moins de niveaux possible sur son graphique, uniquement ceux sur lesquels il sait qu'on peut faire du trading. Donc là, le niveau qui était le plus fort, c'était celui-là. Vous n'avez pas ce qui s'est passé auparavant pour le savoir, mais moi je vous le dis. Donc c'était à partir de ce niveau-là qu'on pouvait retracer. Quand le marché a poursuivi sa hausse, en fait, il a monté tout le temps et ici, on aurait pu calculer des retracements hein, à chaque fois, mais on n'en a jamais atteint aucun. Il montait tellement fortement que si vous aviez retracé de ce point bas-là à celui-ci, quand vous voyez que ça commence à baisser, vous dites tiens, on a peut-être un mouvement qui va, une petite baisse qui se dessine. Bah, on n'a pas fait de retracement. Vous voyez que ça repart à la hausse. On n'a rien retracé encore. Entre ce point-là et ce point-là, on n'a pas fait 38% ni quoi que ce soit. Vous prenez le point suivant, idem, on n'a toujours rien retracé. Donc c'est pour ça que je ne vous les ai pas marqués. Mais si on continue à monter, quand on arrive là et qu'on voit que ça commence à baisser, on peut se poser la question de... alors, je les ai peut-être pas tous mis dans le bon sens. Voilà. Est-ce qu'on retrace depuis ce point-là? Est-ce que je dois retracer depuis ce point-là? Voilà.
hop, hop. Où est-ce que je dois retracer depuis ce point-là? Donc, le retracement 1, le retracement 2 ou le retracement 3? Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous avez une idée de Ça celui y est, on a qu'il fallait? déjà, Le on petit, va le moyen ou peut-être le grand? avoir, voilà. Selon vous, quel serait le bon retracement? Alors, on me dit déjà le 3 sans hésitation, Le grand. a Bah priori, oui. voilà, donc le grand. Ouais. Est-ce Et qu'il y a pourquoi d'autres alors? points de vue? Pourquoi? Ça, c'est la question difficile maintenant. Est-ce qu'on nous répond? Car il a déjà retracé. Ah ben, aujourd'hui, on le sait. Mais si on s'est placé à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. Et là, maintenant, on sait qu'on est allé chercher des retracements. Mais, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par il a déjà retracé, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que de tous ces mouvements qu'on a là, et j'aurais pu préciser celui-ci aussi, et puis celui-là, parce qu'à chacun des points bas, il y a des gens qui mettent des supports. Mais ce niveau-là, d'abord, c'est celui qui a correspondu à la baisse la plus franche, la plus rapide. Donc, sur un graphique, souvenez-vous toujours que vitesse égale émotion. Hein. Si le marché va vite, c'est que les gens sont soit tout d'un coup ils ont très peur. Alors à l'échelle de l'horizon de temps, hein, quand on est sur un graphique comme ça devait être des barres. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui glisse. Voilà. Quand on a des barres comme celle-là, qui sont des barres en 1 heure ou en 2 heures, c'est quelques heures d'émotion, c'est pas très grave non plus. Mais on voit bien que cette baisse-là, elle est plus violente et elle est plus profonde que les deux précédentes. Donc, de ces 3 baisses-là, c'est celle qui va définir le support le plus solide. Parce que s'il y a eu de l'émotion, pour faire rebondir un marché qui est en mini panique baissière, il faut quelque chose de puissant. Donc, ce point-là est plus puissant que les autres. Première raison. Deuxième raison, si vous regardez bien, ce point-là, c'est le même que celui-là et que celui-là et que ce sommet-là. Donc, il a été testé plus souvent que tous les autres. Celui-là, c'était un minuscule petit sommet avant, mais qui a tenu quelques minutes, donc vraiment pas très intéressant. Et puis après, bah, ici et là, c'est le même en fait. Hein. Donc, vitesse et nombre de tests, c'est deux éléments qui permettent d'identifier des supports importants. Donc, ce point-là étant un point de support particulièrement pertinent, c'est à partir de ce niveau-là que vous allez calculer vos retracements. Ok. Mais selon l'horizon de temps sur lequel vous traitez, j'en avais mis d'autres parce qu'il y en a plein d'autres, effectivement. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous disais, il faut apprendre à épurer parce que si vous mettez les retracements, si vous mettez 7 retracements sur tous les mouvements, vous voyez que le graphique, il n'a plus de sens. Alors, hop, on y revient. En fait, j'ai pas mis l'autre trait. Quand vous arrivez là, la question que vous allez aussi vous poser, vous allez retracer ce mouvement-là, mais vous allez aussi vous poser la question de savoir si tout ce mouvement, d'ici à là, n'est pas complet. Et si c'était le cas, ça serait tout ça qu'il faudrait envisager de retracer. Et donc, on irait placer son 38% ou 50% et 62% sur le graphique pour retracer l'ensemble de ce mouvement. Donc voilà, le premier travail que vous avez à faire quand vous travaillez sur Fibonacci, avec Fibonacci plutôt, c'est de savoir quel mouvement vous voulez retracer. Alors, surtout, c'est un petit peu dans la même veine que ce que je vous ai déjà dit, n'inventez pas le retracement qui justifie votre achat. C'est-à-dire que
il y a des gens qui commencent par acheter et puis qui après font le graphique. Et puis quand on fait le graphique après, ben, on arrive toujours à trouver un retracement. Vous avez vu, hein, on peut retracer plein de trucs. Ou alors il y a des gens qui ont super envie d'acheter, qui se disent oh mais là j'ai l'impression que, et qui donc pendant le marché, comme il y a eu une nouvelle, ou bien alors comme tout d'un coup ils voient un rebond, etc. Ils cherchent des retracements. Et là encore, quand on cherche, on trouve. Parce que sur les graphiques, il y a tellement d'informations qu'on va toujours trouver une information qui nous intéresse et qui permet de justifier l'opération qu'on a envie de faire. Donc ça, il faut que vous vous l'interdisiez. Vous préparez votre graphique avant de commencer la session de trading. Ce qui n'est pas sur votre graphique, eh ben, c'est tant pis pour vous. Et demain, vous travaillerez mieux. Mais vous ne changez pas votre graphique en cours de séance parce que vous allez vous prendre des portes de saloon continuellement. Si vous avez mal fait, vous devez le soir vous dire bon bah ok, ce que j'avais préparé comme graphique c'était pas pertinent, pourquoi, qu'est-ce que j'aurais dû mettre sur mon graphique, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai oublié, ou enfin, voilà. Mais c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est pas en changeant d'avis continuellement. Alors là, on prend un graphique et là je vous ai, tout à l'heure on a dit quel mouvement retracer, et là je vous ai mis les retracements de 38% sur ce mouvement. Alors là c'est le CAC, et la baisse de Covid, février-mars 2020, est là, c'est notre point de départ, et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé depuis en termes de retracement. Donc, c'est un graphique en données hebdomadaires. Hein, donc tout à l'heure, on était sur du 2 heures, je pense, et là, on est sur de l'hebdomadaire. Donc, on a fait cette première hausse en données hebdomadaires. Si vous étiez en données quotidiennes, vous commenciez à vous rendre compte que le marché se repliait. Donc, quelque part par là, vous pouvez vous dire « Ah, on commence à baisser. Jusqu'où peut-on baisser ?» Donc, là, vous n'aviez pas beaucoup d'hésitation. Vous retracez depuis le point bas jusqu'à ce point haut. Et je vous ai mis ici le niveau de 38%. Alors, vous voyez qu'on est allé en dessous du niveau de 38%. Hélas, l'analyse technique, c'est pas super précis. Et rappelez-vous que un niveau ou un signal n'est validé qu'à la clôture de la période. Il arrive très fréquemment que pendant la période, donc si vous regardez la période, là, ce sont des barres hebdomadaires, que pendant la période, eh bien, on enfonce le niveau, mais si on revient clôturer sur le niveau a été respecté. Et en fait, souvent, on a même une réaction qui est d'autant plus forte qu'on a essayé d'aller tester sous le niveau et qu'on revient dessus en clôture. Donc là, premier test de 38% qui a été un petit peu brutal et qui pouvait être un petit peu déroutant, mais on reprend le mouvement haussier. Et puis, ça commence à baisser. Donc, on pouvait à très court terme se poser la question de ce retracement-là, mais ça, c'était si on était sur des données quotidiennes. Sur mon graphique en données hebdomadaires, je ne me pose pas cette question-là parce que c'est trop court. Hein. On a 4 barres, c'est pas pertinent. Donc, je vais à nouveau retracer depuis le point bas et jusque là. Et là, ça me donne, donc ça, je peux le faire dès le début de cette barre-là, hein, qui est assez violente. En fait, tout le temps, vous pouvez avoir votre 38% sur votre graphique. Hein, à tout moment, à chaque fois que vous faites un nouveau sommet, vous pouvez déplacer votre 38%. Et donc, ça me dit que mon retracement de 38%, il est là. Et vous voyez qu'on met du temps, mais finalement, on l'enfonce à peine. C'est là qu'on vient atterrir. Et on repart à la hausse. Donc, quand on arrive ici ou là, on voit que le marché cale un petit peu. Là, on se dit, oulala, ça commence à baisser. Donc, on aurait pu retracer, bien sûr, et placer le retracement de tout ce mouvement-là. Ou alors, on peut aussi retracer celui-là. Alors, en fait, celui-là, depuis ce point bas-là jusqu'à ce point haut-là, je voulais marquer sur ce graphique. C'est plutôt quand on est sur un graphique en base quotidienne qu'on le retrace. Parce qu'en
graphique hebdomadaire, c'était pas super pertinent. Mais sur un graphique en base quotidienne, on l'aurait bien vu. Et en fait, on n'a même pas retracé 38%. On s'est arrêté avant. On avait un marché qui était assez fort. Et pendant tous les mouvements de hausse qui ont suivi, on retrace jamais rien. Quand je dis on ne retrace rien, ça veut dire que les baisses ne font même pas 38%. Et là, on continue à monter. Donc, vous voyez que de là ou de là à là, on retrace rien. Hein. On est très loin du 38%. 38%, en gros, c'est le tiers. Hein. Vous voyez qu'on fait quoi 15%, 16%, on retrace rien du tout. Ça, c'est pas des mouvements qu'on peut retracer. Bon, c'est un peu compliqué de vous expliquer pourquoi. Donc, quand on arrive là sur le sommet, le mouvement qu'on va tenter de retracer, ça va être de là à là ou de là à là. Alors, c'est là qu'il faut de l'expérience, qu'il faut faut connaître un petit peu les vagues d'Elliott, il faut savoir choisir les retracements les plus pertinents, c'est tout le travail de l'analyse technique, hein, et c'est tout ce que l'expérience sur quoi elle va vous permettre de faire des progrès, c'est de comprendre comment le marché est organisé et quand est-ce qu'on a un mouvement qui est complet. Mais ça, il y a tellement de choses qui doivent converger pour arriver à ce jugement-là que c'est pas facile. Mais le 38% de tout le retracement, il était là. Et donc là, on est en janvier 2022, c'est la guerre d'Ukraine. Donc on a un retracement qui est profond, mais qui ne va pas au 38%. On se dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il faut que j'achète tout de suite ou pas? Alors, on passe sur le graphique suivant. Ça, c'est 2020. Ça, c'est 2022. Je reprends le retracement que j'avais placé ici. Et en fait, on n'est pas allé à 38%, mais on y est allé 6 mois plus tard. Et on arrive, mais vraiment très très près du 38% en septembre 2022. Donc, on va passer au graphique suivant. Septembre 2022, c'est là, c'est le point bas hein, que l'on a fait. Donc, ce point bas-là, ici, hop, il est là. Et on reprend à partir d'ici. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, vous pouviez vous demander quand on rebaisse, là, est-ce qu'on est en train de démarrer la baisse? Vous auriez pu placer votre retracement, mais vous voyez qu'on ne retrace pas. Et finalement, quand on arrive à ce point-là, que vous placez votre retracement et qu'on se met à baisser, vous voyez qu'on est allé vraiment très près du retracement de 38%. On ne l'a pas tout à fait atteint, encore une fois, mais on est allé très près. Alors, on est allé très près. Donc, quand on utilise les ratios, une fois encore, rien n'est parfait en analyse technique, mais vous pouvez aussi vous préparer des petites zones, hein, parce que vous pouvez aussi essayer d'identifier les points bas les plus près du ratio. Quand le ratio il tombe comme là, un peu nulle part, vous pouvez ajuster votre niveau de support et le mettre ici. Et vous pouvez vous en mettre deux très près l'un de l'autre en vous disant ça c'est un peu le plus haut de la baisse et l'autre c'est le plus bas de la baisse. Voilà, donc vous pouvez avoir une petite zone. Il ne faut pas que votre zone soit trop importante, mais là on est quand même sur par rapport au mouvement global, c'est pas grand chose, c'est une toute petite partie du mouvement. Donc 38%, on rebondit. On rebondit, on remonte. Bon, on arrive là, on peut commencer à placer son retracement. Comme toujours, on place les retracements, mais on ne fait jamais de retracement. Quand on a placé celui-là, mince, on enfonce le 38%. Donc, le marché ne rebondit pas toujours à 38%. Quand il ne rebondit pas à 38%, moi, mon conseil, c'est touchez plus. Voilà, c'est pas compliqué. Ne traitez que sur les valeurs qui rebondissent sur 38%. Alors, ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que quand vous avez un graphique et que vous voyez que le marché baisse et atteint 38%, vous pouvez acheter. Vous placez votre stop un peu en dessous.
Et si on enfonce le 38%, la valeur, vous la jetez et vous en cherchez une autre. Vous n'y retouchez plus. C'est pareil pour les indices. Si vous traitez sur le CAC, que le CAC enfonce son 38, vous y touchez plus. Alors bien sûr que c'est pas pour toujours, mais attendez un certain temps, regardez si le DAX fait mieux, si le S&P fait mieux, si le Nasdaq fait mieux, et puis allez sur l'indice qui, lui, a rebondi sur 38% ou au-dessus, parce qu'il est encore plus fort. Donc lui, il enfonce là le 38%. Et passons derrière. Donc le 38% qu'il enfonce, c'est celui-là. Donc il baisse. Alors peut-être qu'il était là à 62, hein, mais comme je vous dis, moi je regarde plus, ça m'intéresse plus. Si 38% est enfoncé, je regarde plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il remonte. Vous vous dites, ah ben ça y est, ça repart. Ben non, il rebaisse, mais il remonte. Ah, et alors à chaque fois, il nous refait encore un petit sommet marginal en haut, et boum, il rebaisse. Il enfonce celui-là, enfonce celui-là. C'est chiant, hein. Là, vous prenez des tartes à grandes, des belles, hein. Ça repart. On se dit, oh ben ça y est, c'est bon, c'est fini. Eh ben non, voyez. Donc 38% enforcé, marché jeté, cassé, aucun intérêt. Et donc là, en fait, c'est le CAC. Et c'est le CAC il y a 2 jours, je pense. Et donc, si vous avez regardé le graphique d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, vous savez où le marché s'est arrêté en clôture, parce qu'il était là un tout petit peu en dessous pendant la séance, mais il a retracé précisément 38%. Voilà, donc je ne vous donne pas la conclusion. Je vous laisse la tirer vous-même. Et voilà. Ah oui, alors je voulais vous. Mais là, je vous ai dit ce qui comptait vraiment. De traiter que dans des tendances qui n'enfoncent pas leur 38%. Vous n'avez que ça à savoir de Fibonacci. Et là, je vous livre 35 ans d'expérience résumé en 1 heure. Donc, vous n'allez peut-être pas me croire. Faites votre expérience à vous-même. Mais vous verrez dans 30 ans, peut-être avant, si vous bénéficiez de mon expérience, vous verrez qu'il n'y a que le 38% qui est utile. Mais pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est mon expérience. Mais prenez des graphiques et regardez, passez les 38, les 38, les 38, les 38, et vous verrez que tant qu'on n'enfonce pas le 38, ça monte. Voilà. Donc, une autre façon de l'utiliser, C'est aussi un bon vous... seuil du coup pour déterminer son stop ou la coupure de position, c'est que le moment où le Absolument. 38 est enfoncé, voilà, c'est là qu'il faut se poser les questions, quoi. Exactement, exactement. Et donc, si vous vous dites, est-ce que dans le secteur automobile, je veux plutôt acheter Stellantis ou Renault, à supposer que vous ne connaissiez pas les deux valeurs, que vous n'ayez pas du tout d'a priori ni quoi que ce soit, parce que c'est évident laquelle des deux il faut acheter, bien sûr, mais bon. Et placez vos 38% et voyez laquelle rebondit très fréquemment sur 38 ou au-dessus de 38 et laquelle ne le fait pas. Pareil dans le luxe, comparez Kering, LVMH, Hermès, etc. et regardez où elles rebondissent par rapport à leur ratio. Et en fait, celles qui rebondissent sur 50, parfois elles sont correctes, mais si elles rebondissent sur 62, il n'y a aucun intérêt à traiter sur ces valeurs-là. Aucun. Donc le 38, c'est le niveau qui est magique. Les projections, je vous ai dit que ça ne marchait pas. Donc, voilà, je vous en montre. Et je vous ai dit que ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai cherché dans toutes les analyses que je produis, parce que parfois, je me dis, waouh, tu as bien eu le niveau et tout. C'est vrai, parfois, ça marche bien. Mais sincèrement, c'est pas très fréquent. Dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Alors, par exemple, quand vous êtes dans ce marché ici, et que vous vous demandez où ça va aller. Donc ce marché, je pense que c'est le Dow Jones. Ça vaut 37 000, donc ça peut être un Dow Jones. Donc c'est le plus haut historique. Et donc il n'y a plus de résistance. Donc comment vous allez faire? Vous allez prendre... alors est-ce que j'ai fait les flèches? Voilà, donc là j'ai mis les projections. Donc mon outil, il fonctionne comme ça. Je mets le point bas ici, le sommet, le creux. Et puis il me donne 62% de projection et 100%. J'ai pas mis le 162 parce que c'était trop haut, hein, mais sur mon graphique, je l'aurais mis. Donc vous mettez votre outil et vous tracez un trait à 62, un trait à 100. Et puis vous enlevez cette projection. Et vous cherchez une autre projection. Et vous vous dites, tiens, là, je peux faire cette projection. Alors, c'est le même dessin, en fait, que je l'ai agrandi. Là, on avait un zoom
depuis février 2023 donc on avait un an, jusqu'à janvier 2024. Et je suis allée chercher des projections plus anciennes. Voilà. Donc là, j'ai depuis 2020, ça c'est la baisse de 2020 et toujours février 2024. Et là, je vois que à plus long terme, j'ai un mouvement de hausse là qui baisse jusque là et hop, à nouveau une hausse qui m'amène sur les sommets. Donc, je prends ce point bas, ce sommet, ce creux et bon, là j'avais une projection. Là, j'ai la projection de 100%. Donc, je mets un trait sur mon 100% et un autre trait sur mon 1,618 qui apparaît aussi. Et je cherche à faire ça sur le plus de projections possible. Mais par exemple, là, si j'avais mis à un moment donné cette projection-là, quand on en est ici du graphique, tracer cette projection, c'est pertinent. D'ailleurs, on s'arrête à peu près sur le 100%. Mais étant donné qu'après, on a baissé en dessous de ce creux, eh bien, cette projection, il faut l'enlever. Elle n'est plus pertinente. Il faut que vous fassiez des projections à partir de points bas qui sont des points bas importants et des points hauts qui sont un point haut d'une vague, de la même vague. Ça, c'est un mouvement entier. Par exemple, de prendre ce point bas-là et ce sommet-là, ça n'a pas de sens. De faire de là à là et à là, ça n'a pas de sens parce que c'est pas la même vague. Ici, on a une vague, 1, 2, et ici, on en a une autre. 1, 2, et en fait, même, bon, qui est même allé un petit peu plus bas, donc c'est pas vraiment une bonne vague. Donc, sinon, on avait ce point bas-là avec ce sommet et avec ce creux. Ça, c'est possible. Mais si on a enfoncé, on prend pas. D'accord? Donc, celle-là, vous l'enfoncez. Donc, votre graphique, vous devez tout le temps le mettre à jour en recalculant les projections, parce que quand on a des points bas qu'on enfonce, il faut enlever les projections qu'on avait fait à partir de ces points bas qui sont enfoncés et recalculer à partir des points bas suivants les prochains niveaux de projection. Voilà, donc c'est un peu au royaume des aveugles, les borgneux sans roi, quoi, les projections, en résumé. Voilà, donc là c'était si j'avais besoin de... Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, il faut vraiment pratiquer. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur les différents éléments. En attendant qu'on reçoive des questions, je vais vous parler un petit peu des comptes IG, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Vous aurez 3 types de comptes, je vous rappelle. Le compte à risque limité qui est toujours ouvert, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de mettre un stop garanti. Le compte non négatif pour les investisseurs qui se sentent plus à l'aise et qui ont envie d'avoir de la flexibilité par rapport à ce stop garanti. Donc là, vous avez le stop normal, le stop suiveur ou même pas de stop. Et puis après, le compte professionnel sur lequel là, vous aurez des options avec du levier plus important. Et ça, c'est vraiment réservé aux personnes qui ont déjà une expérience professionnelle sur le marché et qui ont également une épargne très conséquente pour pouvoir assurer des risques supplémentaires. Comme je vous l'avais promis tout à l'heure, je vous affiche les QR codes. Vous pouvez juste les scanner avec votre téléphone. Vous aurez accès à nos réseaux sociaux, nos idées de trading. D'ailleurs, il y a des idées de trading faites par Day by Day, donc l'entreprise de Valérie. Si vous avez envie de vous y abonner, n'hésitez pas. Et puis, vous retrouverez également les podcasts. Alors, on a quelques questions. Alors, merci, c'était très clair. Est-ce que vous avez des statistiques sur l'atteinte de ces niveaux de retracement? C'est-à-dire, par exemple, le 38% que tu expliquais était très fort. Est-ce qu'il y a eu des Ouais. statistiques là-dessus? Non, c'est pas possible de faire ce type de statistiques parce que il y a trop d'éléments subjectifs dans l'identification des extrêmes qu'on utilise pour placer les retracements. C'est vraiment compliqué. Donc en fait, je ne connais personne qui ait fait de statistiques. Je ne sais pas s'il en existe. Enfin, j'en ai jamais D'accord. vu.
Parfait. Alors, on a une deuxième question. Peut-on confirmer un rebond sur le 38,2% avec une moyenne mobile algorithmique 200 sur une unité de temps plus courte? Vous pouvez confirmer avec tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas d'opposition, mais si vous voulez la moyenne mobile, alors il faut savoir que les moyennes mobiles, ça marche pas, parce que parfois ça marche et parfois ça marche pas du tout. Voilà, ça marche Hmm. quand le marché est en tendance, et quand le marché est en consolidation, c'est une catastrophe. Donc, si vous savez déjà que le marché est en tendance, vous n'avez plus besoin de la moyenne mobile parce que quand le marché est en tendance, il n'y a aucune méthode qui bat le buy and hold. Vous achetez, vous attendez la fin de la tendance. En fait, c'est ce que l'analyse technique essaye de vous faire faire. Elle essaye de vous faire trouver le démarrage d'une tendance. Et je vous rappelle que le motto de base de l'analyse technique, c'est The trend is your friend. Donc la tendance est votre ami, ce qui a beaucoup d'implications d'accepter ce principe. Mais l'une d'entre elles, c'est que vous devez rester dans une tendance tant qu'elle n'a pas donné la preuve de son retournement. C'est-à-dire tant qu'elle n'a pas enfoncé en 38%. Et si vous faites ça, vous allez avoir des gros gains et des petites pertes et vous allez gagner de l'argent. Mais vous n'aurez pas besoin de la moyenne mobile pour faire ça. Donc, Ah, en voilà. fait, En fait, ça peut s'utiliser en tant que tel. Il n'y a pas besoin mais pourquoi la d'un 200 et pourquoi indicateur pas la supplémentaire 50? pour confirmer. Ben voilà, pourquoi pas la 50? Vous voyez, personne n'a jamais su dire quelle était la meilleure moyenne mobile. Il n'y a pas une moyenne mobile qui soit supérieure à une autre. La meilleure moyenne mobile, elle change et on le sait a posteriori, celle qui était la meilleure. Donc c'est un outil qui est inutile. C'est rassurant, hein. Et en marketing, c'est très bien. Mais en fait, pour le trading, il faut que vous limitiez. Pour le trading, il faut accepter d'être à poil. Voilà, c'est une position qui doit tout le temps être inconfortable, le trading. Et plus vous avez de traits sur votre graphique et plus vous avez d'indicateurs, plus vous pensez que vous êtes confortable et moins c'est bien. Il faut que vous acceptiez de vous démunir et de n'utiliser que les outils qui sont super pertinents et qui ne vous trahissent pas ou vous trahissent très rarement. Mais regardez une moyenne mobile, optimisée, enfin, faites un vrai test de moyenne mobile, non optimisé, et vous verrez ce que ça donne comme résultat de trading. Prenez en compte les frais, le slippage. Le slippage, c'est le fait que entre le moment où vous avez le signal et le moment où vous intervenez, le marché bouge. Et regardez, ça marche pas. Voilà. Il y a des tas de gens qui s'y sont intéressés, hein, et personne n'a jamais gagné d'argent à long terme avec des moyennes mobiles. Eh bien, Je suis merci beaucoup, désolée. Valérie, pour tous ces... Non, mais c'est important de le dire et tu as l'expérience pour le dire. Voilà, donc Mais il y a des tas de gens qui sont des chercheurs, qui ont fait des tests bien plus complets que moi et je leur fais confiance, hein. Parce qu'ils disent tous la même chose. Donc, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Merci à tous d'avoir participé. Le séminaire sera disponible dès demain en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y a des moments que vous voulez revoir pour vraiment pouvoir appliquer cette méthode à votre trading, eh bien, vous pourrez le faire vraiment à la demande. Excellente fin de journée et à bientôt. bonsoir.